Good morning to everybody, good morning to you. Président, bonjour à tous. Bonjour, monsieur le témoin. Et je donne la parole immédiatement au représentant du bureau du procureur qui va poursuivre son interrogatoire. Bonjour, monsieur le président. Bonjour, madame, messieurs les juges. Je dis monsieur Garcia. Bonjour, monsieur Fitzgerald Finch. Le témoin, bonjour. Question. Je voudrais avoir la main, s'il vous plaît. Madame le greffier. La greffière d'audience, vous avez la main, monsieur le représentant du procureur. Monsieur Garcia, merci. Monsieur Fitzgerald Fitch, hier, lorsque nous sommes quittés, nous étions encore à SOS Village. Et je vais demander à ce que l'on réaffiche le panorama 18, donc panorama pris au niveau de la rue, devant la mosquée, nous l'avons vu hier. La greffière d'audience, ce sera disponible sur Evidence 2. Question, vous voyez l'image à l'écran? Réponse oui. J'aimerais aussi avoir le classeur, s'il vous plaît, ce serait fort utile. Le classeur que j'avais hier. Thank you for reminding us. Monsieur Garcia, merci de nous rappeler de vous le donner. Donc, pour que vous aider à vous repérer, nous allons d'abord regarder le panorama à 360 degrés et nous allons nous arrêter devant le portail de la façade de la mosquée. C'est plutôt une porte d'ailleurs. Reconnaissez-vous cette façade et surtout cette porte? Réponse oui. Question. Et avez-vous procédé à une analyse criminalistique de ces portes? Réponse oui. J'ai étudié les portes lorsqu'on me les a montrées et j'ai trouvé des trous de pénétration, des marques de pénétration ainsi que des marques de coups qui étaient parfaitement attribuables à des fragmentations à haute vélocité comme on l'avait vu précédemment. Question, pourriez-vous avoir CIV OTP 0049 0154? Evidence Channel 1. La greffière d'audience, ce sera sur le pavé Evidence 1. Now, if we could just zoom in a little bit more, please. Pourriez-nous, s'il vous plaît, zoomer devant la porte? Bien. Je crois que cette photographie est très bonne. Tout d'abord, pouvez-vous nous parler de la taille des trous que l'on voit sur cette porte métallique? Réponse, ce sont des trous qui ont donc des tailles différentes, ça se voit, qui sont asymétriques dans l'ensemble. Et on voit qu'il y en a un qui est assez gros et d'autres marques qui sont des marques d'impact mais qui sont plus faibles et qu'on le voit sur toute la porte. Question, pourrions-nous avoir CIV OTP 0049 0155?
Now, if we could just zoom in a bit more, please. Nous, s'il vous plaît, faire un zoom avant vers le milieu de la porte. Tu vois? What is it that we see? Donc, que voyons-nous ici maintenant sur cette photographie? Réponse. Donc ça, c'est l'arrière de la même porte. Et on voit donc qu'il y a une cornière en fer qui est verticale à la porte. Et on voit qu'il y a un trou dans cette cornière. C'est visiblement un projectile alors à très très haute vélocité qui a frappé l'avant de la porte et qui l'a traversé jusqu'à l'extérieur. Et on voit d'ailleurs dans la photographie, on a vu dans la photographie que toutes les différentes couches de métal de la porte ont été pénétrées par le projectile. Question donc, le schéma de la fragmentation que l'on voit ici correspond-elle à la détonation d'un obus de mortier provenant d'un mortier russe de 120 mm. Réponse oui, oui. Ça se voit très bien sur l'avant de la porte. Ça, c'est les éparpillements de fragments que l'on voit. Et si je peux peut-être vous donner plus d'explications, réponse, allez-y. Question. Donc, la porte est sans doute un peu plus loin du point de détonation probable que la scène qu'on a vue la dernière fois, hier. Donc, je pense que l'éparpillement des fragments est beaucoup plus large, ce qui indique que la détonation s'est produite beaucoup plus loin de la porte que sur l'autre porte. Et quand on voit ce qu'il y a quand j'ai vu ce qu'il y avait sur le sol, j'ai bien remarqué qu'il y avait en effet une munition à douille renforcée qui avait détonné à cet endroit-là et qui avait donc éparpillé les fragments dans une gerbe qui correspond à un mortier de 120, ou c'est-à-dire donc à un mortier explosif brisant. Et je pense que cette porte, elle aussi, témoigne très bien de ce type d'incident. Question, merci de ces éclaircissements. Passons à la page suivante, c'est VOTP 0049 0065. Just to situate you. Pour vous repérer, vous trouverez votre rapport à l'onglet numéro 4 du classeur. Et il s'agit de la page C10 de votre rapport. It's the page where we see three. Donc ici, nous voyons 3 fragments. Pourriez-vous tout d'abord nous dire comment vous avez obtenu ces fragments? Réponse. Ils m'ont été donnés par le personnel du bureau du procureur le même jour. Question. Donc c'était le 11 juillet 2013, c'est bien cela? Réponse oui, je pense que c'est correct. Now, did you proceed? Alors, avez-vous analysé de façon criminalistique ces fragments? Réponse oui, j'ai procédé à ce type d'analyse. Question. À quelles ont été vos conclusions, s'il vous plaît? Réponse. Donc, les fragments qu'on m'a présentés ce jour-là correspondent en taille et forme au type de fragments que l'on devrait trouver lorsque il y a des fragments d'une munition à douille renforcée, comme par exemple un obus de mortier de 120 d'origine soviétique. Donc, quand on regarde de près, et on le voit d'ailleurs sur les photos qui sont en gros plan, on voit les éclatements, les fissures plutôt. Les fissures s'appellent brisance, mot français. Et on le trouve de façon très courante, mais uniquement lorsqu'un métal
a été soumis à la pression intense d'un explosif détonnant. Si je vous donne une idée, on en est à des gigapascales de pression pour avoir de la brisance. On ne peut pas trouver ça dans la nature, à part un matériel qui a été mis en contact avec un explosif de type militaire, c'est-à-dire avec un élément détonnant. Question, merci. Page suivante de votre rapport d'expert, donc 00490067. Je dis cela pour le compte-rendu. Donc, c'est aux alentours de SOS Village. Les coordonnées GPS figurent sur cette page. Pourrions-nous avoir la main, s'il vous plaît, à nouveau, Madame le greffier? You have the floor. Le greffier d'audience, vous avez la parole. Using panorama number 20. Et pourrions-nous, s'il vous plaît, avoir le panorama 23? Afin de vous repérer géographiquement, donc c'est à nouveau un panorama à 360 degrés et nous allons revenir sur la façade de la maison qui nous intéresse. Just zoom in on the. Donc, pouvez-vous zoomer sur la porte? Zoom avant, s'il vous plaît. Donc, vous souvenez-vous avoir procédé à une analyse criminalistique de cette porte à l'écran? Réponse oui, en effet, je m'en souviens. Question. Pourriez-vous nous dire ce que nous voyons? Quelles sont les analyses que vous avez tirées suite juste à une étude de la porte? Réponse. Il y a beaucoup de dégâts de fragmentation sur cette porte. Et cela correspond à nouveau à la fragmentation à haute vélocité qui est ce que l'on attend de la détonation d'une munition à douille renforcée. Question. Et est-ce que cela vous dit quoi que ce soit à propos de la lieu d'impact de cet obus? Réponse. Il y a énormément de fragments sur cette porte et cela me pousse à dire que la détonation a sans doute été effectuée extrêmement près de la porte. Question. Pourrions-nous maintenant, s'il vous plaît, avoir 0049 0176? Back to evidence. L'audience, c'est sur le document, c'est sur la pavé évidence 1. Question, merci. Donc, regardez un peu ce qui est à l'écran. Que voyons-nous ici? Réponse. Ici, on voit l'arrière de la porte que l'on a vu précédemment. Et bien sûr, là où on voit des trous blancs, c'est parce qu'il y a un trou complet, donc on voit la lumière qui passe à travers les trous. Mais j'aimerais que vous regardiez le mur qui est à gauche de la photographie. Alors j'y vois des marques d'impact correspondantes sur ce mur qui correspondent à la direction des fragments qui ont pénétré la porte et
Et ce qui m'intéresse ici, c'est que ces marques d'impact sur le mur ne se voient que d'un côté du mur. Ça me donne une bonne indication de la direction des fragments alors qu'ils s'éparpillaient. Donc là où on voit les marques d'impact sur le mur, eh bien on les voit à gauche, mais sur le mur de l'autre côté, à droite, il n'y en a pas. D'après moi, cela signifie que l'objet qui a détonné était aligné, était sur une ligne droite allant de ce mur à la porte. Et d'ailleurs, étant donné la taille la taille et la proximité des marques de pénétration que l'on voit sur la porte, cela confirme ma théorie selon laquelle l'obus a détonné très près de la porte. On voit donc ces trous et ces marques d'impact sur le mur, mais qu'est-ce que ça vous dit à propos de la vélocité du projectile? Réponse. Et la fragmentation doit dû se faire à très très haute vélocité parce que l'énergie pour passer à travers une porte, et on voit bien qu'ici elle a été pénétrée et qu'on a donc traversé plusieurs couches de métal, et le projectile a quand même continué sa route pour aller jusqu'au mur, ce qui signifie bien que la vélocité devait être extrême. Question, mais hier vous nous avez parlé de la bande de fragmentation, donc de ce schéma en bande concernant la germe de fragmentation. Est-ce que vous trouvez cela ici sur ce mur? Réponse. La bande n'est pas aussi visible ici, dans ce scénario. Je vais vous expliquer d'ailleurs ce qu'il en est. Hier, j'ai parlé de l'angle d'incidence. Donc, c'est-à-dire l'angle avec laquelle l'obus atteint le sol. Si ce n'est pas totalement vertical, s'il n'est pas à 90 degrés, dans ce cas-là, l'éparpillement radial des fragments ne vont pas se présenter aussi parfaitement que dans une situation idéale. Mais je vois quand même un éparpillement radial des fragments. Et donc, d'après moi, cet obus n'a pas atteint le sol de façon totalement verticale. Mais regardez un peu le mur, on voit qu'il y a une concentration. Regardez la porte d'abord, surprendre l'interprète. On voit une concentration des trous au milieu de la porte. Et bien sûr, plus on monte dans la porte, moins les trous sont rapprochés les uns des autres. Cela signifie, d'après moi, que le schéma radial existe encore, mais se voit quand même un petit peu moins. On voit quand même qu'il y a un schéma en rayon. Monsieur Garcia, pouvons-nous avoir la main, s'il vous plaît, pour revenir au panorama 23? Donc, on va voir la porte sur la maison elle-même. Mr. Witness, I direct your attention. Donc, j'attire votre attention à nouveau sur la page 0068. Donc, il s'agit de la page C13 de votre rapport. Donc, sur l'une des photos, au milieu, vous mettez en légende siège probable de l'explosion, lieu probable de l'explosion. Donc, en étudiant les alentours, d'après vous, vous avez déterminé que c'est sans doute là que l'obus a explosé? Réponse oui. Je pense que j'ai vu le siège probable de l'explosion, le lieu probable de l'explosion, et il y a des indices qui le montrent. Tout d'abord, il y a une très légère dépression dans le sol. On voit sur le panorama, c'est en plein milieu du panorama. Il y a une petite dépression dans le sol. On la voit. Petit cratère. Et on voit qu'il y a un cercle un peu ocre autour du périmètre de ce cratère, ce qui signifie qu'il y a beaucoup d'oxyde de fer à cet endroit-là, ce qui correspond à nouveau au résultat de la détonation d'un obus de type russe. Alors hier, je vous ai parlé de la métallurgie utilisée pour les munitions russes. Alors quand on a une pièce en fonte et non pas une pièce en acier forgé, eh bien, quand c'est de la fonte, lorsque le matériel se décompose lors de la détonation, le métal éclate en fragments de différentes tailles
et presque 50% de cette fonte devient de la poussière. Donc là, on n'a plus d'effet de fragmentation. Et ça, c'est parce que c'est pas cher, hein, on l'a expliqué hier. C'est moins cher, mais il y a moins de fragments. Mais ça signifie que quand une munition russe a explosé, on s'attend à trouver de grandes concentrations d'oxyde de fer. Et on le voit parfaitement ici avec cet anneau ocre. Bon, ce n'est pas une conclusion à 100%, mais c'est un bon indice. Now, when we look at this, Question. Donc, nous parlons du lieu probable de l'explosion et vous combinez cela aux fragments que l'on trouve sur la porte et sur le mur qui est derrière. Qu'en tirez-vous comme conclusion? Réponse. J'ai parlé donc des impacts sur le mur et du fait qu'il n'y avait pas de marque d'impact sur le mur opposé. Et j'ai parlé donc de l'angle d'incidence. Et je pense que dans la carte, la photo finissant par 806, j'ai mis où se trouve le siège probable de l'explosion. J'ai mis que c'est près de la porte. On le voit d'ailleurs aussi sur le panorama. Donc je pense que si l'obus a détonné à cet endroit-là, les fragments devaient pénétrer la porte, or ils l'ont fait, et devaient aussi frapper le mur qui était à la droite de la porte, ce qui est arrivé. On l'a vu, mais je ne m'attendais pas à ce qu'il y ait des marques d'impact sur le mur de gauche. Et c'est justement le cas. Question, merci. Pourrions-nous avoir maintenant CIVOTP 00490183? now, Mr. Witness, can you please Question. Alors, pourriez-vous nous dire ce que l'on voit à l'écran sur cette photographie? Le témoin. Donc, il s'agit d'un gros plan du lieu probable de l'explosion. On voit très clairement donc cet anneau d'oxyde de fer, de poussière d'oxyde de fer, qui entoure donc ce lieu probable de l'explosion. Question. Passons à la page suivante. 0049-0069. Il s'agit de la page C14 de votre rapport. Je crois qu'on vous a donné une photographie représentant l'endroit à l'époque. L'avez-vous analysé? Réponse oui, je l'ai analysé. Ici, cette photographie, c'est une photographie qu'on m'a donnée le même jour, qui m'a été donnée d'ailleurs par le personnel du bureau du procureur, et qui montre très clairement la bande en rayon de la bande radiale, si on prend l'interprète, donc de défragmentation. Et à nouveau, j'associe cela à une fragmentation à très haute vélocité, étant les dégâts sur le mur et les dégâts aussi sur le trottoir. Enfin, moi, j'appellerais ça un trottoir. Donc, on voit donc cette bande de fragments, on la voit très clairement. Et quand on s'approche, on voit que les marques de pénétration des fragments ont différentes tailles. Je vois qu'il y a différentes vélocités aussi, puisque certains des fragments sont pénétrés dans le mur et d'autres non. Alors je regarde quels sont les dégâts, et les dégâts de la porte. Cela me permet de tirer la conclusion qu'il s'agit d'une fragmentation à haute vélocité, qui correspond, comme je l'ai déjà dit, de la détonation d'un obus de mortier d'un obus de mortier à brisant.
type mortier de 120. Question. Passons maintenant à la page suivante, se terminant par 0070. Là, c'est 15 pour vous. Donc ici, on trouve 4 fragments. Alors, pouvez-vous nous en parler? These fragments were handed to me on Les fragments m'ont été remis ce jour-là par les fonctionnaires du bureau du procureur. Malheureusement, je ne me souviens pas s'ils m'ont été remis le jour même, s'ils ont été remis aux représentants du bureau du procureur ce jour-là. Lorsque j'ai examiné ces fragments, j'ai constaté qu'il y avait des exemples de brisance. Et je rappelle à l'attention des juges de la Chambre que cela indique que ces fragments, que ce métal a été en contact avec une substance détonante. Et cela est évident, à mon sens. La taille, la forme du fragment correspondent à des fragments des suites de l'explosion d'un obus détonant. Et lorsqu'on examine cela, on voit qu'il y a des marques sur les deux côtés du fragment, ce qui indique qu'elles proviennent d'un explosif qui a été outillé ou usiné, se corrige l'interprète. Now, Mr. Question. Monsieur le témoin, j'aimerais maintenant que nous reportions à la page suivante de votre rapport d'expert, soit C17, qui correspond à la référence CIVOTP 0049 0072. Sujet numéro 4, donc dans les alentours du village SOS. SOS Village. And if we could please have the floor once again. Est-ce que nous pourrions avoir la main, s'il vous plaît? So we will be going to panorama. Nous allons donc regarder le panorama numéro 24. Mr. Witness, I direct. Monsieur le témoin, j'aimerais que vous regardiez la page C20 de votre rapport d'expert CIVOTP 0049 0075 au fin du compte-rendu. Now, Mr. Witness, can you please? Monsieur le témoin, pouvez-vous nous dire ce que l'on voit sur cette photographie? Your Honours, this Réponse. Monsieur le Président, sur cette photographie, ou plutôt cette photographie est différente des autres parce que les faisceaux d'éclat sont beaucoup plus élevés sur le mur. Et à mon avis, et je me fonde sur mon expérience professionnelle, cela raconte une histoire. En ceci que la bande de fragments que l'on constate ici correspond à la forme et au faisceau d'éclat que nous avons vu précédemment. Mais comme je l'ai indiqué, c'est beaucoup plus élevé, donc c'est au niveau de la tête. Permettez-moi de vous expliquer ce qu'est un obus de mortier et une fusée de mortier, ou une amorce de mortier. L'amorce se trouve donc à la tête, c'est la coiffe de l'obus. Et l'utilisateur de ce type d'obus peut s'en servir à deux fins précises. Soit que l'amorce est à retardement ou immédiate. C'est-à-dire que lorsque l'obus touche la cible ou le sol, ou qu'il touche un objet quelconque, il détonne
immédiatement. Il y a une autre configuration sur certaines amorces d'obus qu'on appelle à retardement. Un obus à retardement, c'est-à-dire que on ajoute des millisecondes de sorte que lorsque l'obus touche un objet, il y a un léger décalage de 0,05 secondes avant que l'obus n'explose. Donc, lorsque je vois un faisceau d'éclat élevé, comme c'est le cas ici, dans une zone résidentielle où il y a des habitations, où des habitations ont des toits très minces, je me dis alors que l'obus a été configuré de sorte que l'amorce explose immédiatement en touchant le toit. C'est-à-dire qu'elle n'a pas à toucher le sol avant de détonner. Et lorsque je vois cette zone, lorsque je la compare à d'autres zones, je ne peux que tirer la conclusion suivante, qui se justifie à mon avis, qu'il s'agissait d'un obus de mortier où l'amorce avait été configurée pour exploser immédiatement. Donc je ne suis pas surpris de voir que le faisceau d'éclat est beaucoup plus élevé et plus proche du toit, ce qui m'indique que l'obus de mortier a frappé le toit et qu'il a explosé en touchant le toit. Le juge président, il s'agit donc d'un autre type d'obus. Le témoin, non, pas tout à fait. Il peut s'agir du même type d'obus. C'est de la configuration ou le réglage qui est différent. C'est l'amorce qui est réglée différemment. On peut choisir le premier réglage ou le deuxième ou troisième, peu importe le nombre de réglages qui existent. Mais dans le cadre de mon enquête, cela me permet de comprendre quel type de réglage a été utilisé par l'usager d'un système de mortier. Et c'est ce qui me permet de tirer ces conclusions. Donc là, sur la base de ce que je vois, cela m'indique qu'il s'agissait d'un obus de type indirect. Donc c'est le genre de munitions que je peux constater ici. Le président, merci. Monsieur Garcia, vous avez évoqué les différents réglages que l'on peut effectuer sur un mortier. Est-ce que vous pouvez nous expliquer dans quelles circonstances, si tant est qu'il existe des circonstances particulières, où on choisit ce type de réglage lorsqu'on utilise un obus de mortier? Est-ce qu'il y a une différence quant à l'utilisation de cela? Réponse. Les différents réglages s'agissant de l'amorce du mortier permet à l'usager d'avoir un effet différent. C'est-à-dire, tout dépend de l'effet que vous souhaitez obtenir lorsque l'obus touche la cible. Et c'est l'une des raisons pour lesquelles les obus de mortier ne sont pas utilisés dans des zones urbaines. Parce que ces obus ou ces réglages à explosion immédiate ou à retardement ont pour but d'exploser lorsque des soldats, par exemple, se sont mis à l'abri ou s'ils sont sur un sol mou, par exemple du sable. Donc le but est que l'obus explose et qu'il obtienne l'effet escompté par le tireur. Les obus de mortier ne sont pas des armes de précision, ce sont des armes qui visent à créer un effet précis sur le site. Donc l'utilisation ou le réglage de l'amorce dépend du type d'effet et du type de terrain également. Si le but est de causer un cratère ou si on veut tuer des soldats qui se sont mis à l'abri dans une bande radiale où les obus atterrissent, à ce moment-là, on utilise un réglage d'amorce en fonction du terrain et en fonction de l'effet visé. Question. Avant de passer à autre chose, vous dites que les obus de ce type ne conviennent pas à des zones urbaines. Et les systèmes de mortier conviennent dans quel contexte? Réponse. Ils conviennent dans un contexte où il y a une concentration d'ennemis et pas de population civile, par exemple. Si vous êtes dans le cadre d'une opération de contre-insurrection et que la zone a été évacuée de civils,
du point de vue militaire, il conviendrait alors d'utiliser un système de mortier. Je ne dis pas que c'est toujours le cas, qu'il ne convient jamais d'utiliser de mortier dans une zone urbaine. Je dis simplement qu'un système de mortier convient lorsque vous vous trouvez dans une zone que vous souhaitez empêcher l'ennemi d'utiliser, ou si vous souhaitez causer des dégâts, blessés et morts confondus du côté de l'ennemi. En revanche, dans une zone où il y a une forte concentration de population civile, où l'on risque de causer des dégâts collatéraux immenses, l'utilisation d'un obus ou de munitions à douille renforcée comme le mortier de 120 mm, donc une arme de campagne ne serait pas tout à fait indiquée. On utiliserait alors un autre système d'armes. I'd ask that CIV Monsieur Garcia, je vous demanderai d'afficher le document CIVOTP 0049 0176. Veuillez l'afficher à l'écran, s'il vous plaît. if we can just zoom in a bit. Est-ce que vous pouvez faire un zoom avant, s'il vous plaît? Can we zoom in just a bit more? Is that possible? Un peu plus, s'il vous plaît. Est-ce que c'est possible? Un zoom avant. Très bien, merci. Monsieur le témoin, qu'est-ce que vous pouvez nous dire au sujet du faisceau d'éclat que nous voyons ici, sur cette photographie, sur le mur? Réponse. Là encore, je vois le même genre d'anneau circonférentiel. Je vois aussi des tailles différentes. Je vois des profondeurs de trous qui ne sont pas les mêmes. Cela correspond à des faisceaux d'éclat que nous avons vus précédemment. Question. J'aimerais que l'on reprenne maintenant la page C19 de votre rapport, CIV OTP 0049 0074, s'il vous plaît. Can you tell us what we see at the bottom of this? Au bas de cette page, l'on voit une photographie. Est-ce que vous pouvez nous en parler? Réponse. Il s'agit d'une photographie qui avait été prise à l'époque, qui a été remise au personnel du bureau du procureur, soit ce jour-là, soit que le bureau du procureur en disposait déjà. Si je me souviens bien, elle a été vérifiée par un témoin qui a confirmé que c'était les dégâts causés le jour où l'obus aurait frappé. Donc lorsque j'ai vu cette photographie, j'ai constaté qu'il y avait des dégâts qui correspondaient à mon hypothèse. C'est-à-dire qu'un obus ou qu'un explosif avait frappé ce bâtiment. Le toit plus précisément. Excuse me. Le juge président, un instant s'il vous plaît. Vous dites, si je me souviens bien, cela a été vérifié par un témoin. De quel témoin parlez-vous? Réponse. Monsieur le Président, cette photographie nous a été montrée ce jour-là. Elle m'a été remise. Et on m'a indiqué, et j'étais en compagnie des représentants du bureau du procureur, on m'a indiqué que cette photographie avait été prise dans le couloir, tel que cela a été indiqué dans mon rapport. Donc la flèche que j'ai inscrite sur cette photographie, en haut de la page, c'est là où nous étions. Nous nous trouvions à cet endroit-là, et donc on m'a indiqué que ce type de dégâts qu'avait subi le toit correspondait à l'endroit où nous étions debout. Le juge président, c'est la personne qui se trouvait avec vous qui vous l'a indiqué?
Le témoin. Non, ce sont les représentants du bureau du procureur qui m'ont indiqué cela. Cela remonte il y a 4 ans, donc je ne me souviens pas de toutes les circonstances. Mais cela m'a été indiqué. Dans mon rapport, j'indique que c'est le même lieu où cela m'a été remis. Donc c'est un représentant du bureau du procureur qui a dû me le signaler. Comme je ne parle pas la langue locale, évidemment, je me fiais à ce que les représentants du bureau du procureur me disaient. Monsieur Garcia, au fin du compte rendu, je tiens à préciser qu'il y avait 2 rapports qui précisent les détails relatifs à cette mission. Et au fin du compte rendu, je tiens à rappeler qu'il s'agit des documents CIV OTP 00730906 et CIV OTP 00730931. Il s'agit de 2 rapports de mission relatifs à cette mission précise et qui offre des détails s'agissant de ce qui s'est passé ce jour-là. Now, Mr. Witness, I'd like Monsieur le témoin, us to turn our... Monsieur le témoin, j'aimerais que vous regardiez maintenant l'annexe D qui se trouve à l'onglet numéro 5 du classeur qui vous a été remis, CIV OTP 0049 0076. Now, I'll not touch upon most of these conclusions that you've enumerated here because Je ne vais pas passer en revue toutes les conclusions que vous avez tirées, que vous énumérez ici, parce que vous en avez déjà parlé dans le cadre de votre déposition. J'aurais 2 questions à vous poser. Au paragraphe numéro 8, vous parlez de la question de la portée du mortier de 120 mm. Et vous déclarez ici qu'il est possible de déployer des systèmes de mortier à partir du camp commando et dans les zones de SOS village ainsi que du marché Soviet type 120 mm mortars. Kakone ainsi que les limites d'une portée maximum et d'une portée minimum, les limites des systèmes de mortier, y compris le type des systèmes de mortier de type soviétique 120 mm, de sorte que l'affirmation relative me permet de dire que l'attaque ou d'indiquer l'origine de l'attaque. Le juge président interrompant, est-ce que vous pourriez ralentir pour permettre aux interprètes de faire leur travail, s'il vous plaît? Monsieur Garcia, très bien, Monsieur le Président. Monsieur Garcia, est-ce que vous pouvez nous indiquer quelle est la portée minimum et maximum d'un mortier de 120 mm? Mortar shell fired from a mortar. Your Honours, it's Et je parle d'un mortier de type russe ou soviétique, le témoin. Monsieur le Président, tout système de mortier est utilisé but avec ce qu'on appelle communément une table de tir. En règle générale, on peut s'attendre à ce que un système de mortier de 120 mm soit utilisé pour couvrir une distance entre 120 mètres et 500 mètres. L'interprète reprend entre 500 mètres et peut-être 7000 mètres. Un usager expérimenté ou des armes différentes peuvent présenter des variations, de légères variations. Mais en tant qu'usager expérimenté, dans le cadre de sa planification, je pourrais utiliser ce genre d'écart de portée. Des usagers expérimentés en matière de système de mortier peuvent utiliser des méthodes différentes pour obtenir la meilleure performance possible de ce système d'armes. Mais l'élément important, c'est que s'agissant des cibles et de la zone en question, les deux doivent se trouver entre la fourchette minimale et maximale de pratiquement tout système de mortier. Monsieur Garcia, est-ce que l'on pourrait afficher à l'écran le document CIV REG 00100220, s'il vous plaît?
Now, before we do brochure, Avant d'aborder ce thème, dans votre annexe C, qui correspond à la référence IVOTP 0049, 0056, donc en première page, vous indiquez les distances approximatives et je vous donne le temps de vous référer à cela. Il s'agit de l'onglet numéro 4 de votre classeur. approximate Vous aviez indiqué des distances approximatives dans la zone du Grand Commando à SOS Village. Ensuite, vous indiquez une deuxième distance approximative du Grand Commando au marché de Siakakone. Et je crois comprendre que ce sont les distances que vous aviez prises sur Google Maps. N'est-ce pas? Réponse est exacte. If we could please go back to CI. Serait-il possible de reprendre la page CIVOTP REG 001 0022 ou 0220, se corrige l'interprète. Now, Mr. Witness, I'd ask you to look. Monsieur le témoin, je vous demanderai de regarder l'écran. Il s'agit d'un élément de preuve qui a été versé au dossier de cette affaire. On peut lire emplacement d'un mortier 120 mm utilisé. L'élément de preuve dont nous disposons indique que des obus ont été lancés ou tirés à partir de ce lieu. Et au camp commando, nous pouvons lire cela juste au-dessus. D'après ce que vous venez de nous dire au sujet de la portée du mortier de 120 mm de type russe ou soviétique, est-ce que des obus de mortier tirés à partir de cet emplacement-là pourraient toucher ou avoir un impact? Est-ce qu'ils pourraient toucher donc le marché de Siakakone? Est-ce que cela correspond à la portée de ce type d'obus? Le témoin. Correction de l'interprète, Siakakone ou SOS Village. Réponse du témoin. La portée, comme je l'ai indiqué précédemment, il s'agit d'une fourchette en fait, pour ce qui est de l'utilité des systèmes de mortier, de pratiquement tous les systèmes. Le système de mortier est un système d'armes qui est utilisé idéalement pour effectuer des tirs indirects. Donc il s'agit d'une arme indirecte, un système de tir indirect. Et l'une des façons de décrire ce que l'on ne peut pas faire physiquement, c'est-à-dire voir la cible au bout du canon. Et donc ce système est utilisé, ou peut être utilisé, en tant que système de tir, pour tirer sur les deux zones que vous avez indiquées. I just had asked you to wait a couple of. Nous allons afficher deux cartes. Je vous demande de votre patience. So now we see on the left Côté gauche de l'écran, nous voyons une carte
ou une capture d'écran que vous avez effectuée sur Google Maps, n'est-ce pas? Réponse, c'est exact. Question. Et du côté droit, il s'agit d'un élément de preuve qui a été versé au dossier. Et vous indiquez donc, là, il y a une inscription où il est dit emplacement d'un mortier de 120 mm. Donc un système de tir indirect, notamment le système de mortier 120 mm de type soviétique ou russe, pourrait atteindre SOS Village ou le marché de Siakakone, n'est-ce pas? Réponse, c'est exact. Le président, un instant. Maître Jacobs. Le témoin n'indique si on pouvait tirer d'un endroit sur la carte de droite à un endroit sur la carte de gauche. Il faudrait peut-être lui demander s'il reconnaît l'endroit sur la carte de droite. Il n'a pas confirmé qu'il connaissait ce lieu ou s'il le reconnaissait. With these places which Le juge président, quel emplacement? Photo de Google Maps, le témoin n'a rien dit dessus. Il n'a pas dit s'il reconnaissait l'endroit, s'il reconnaissait ce lieu dans Abidjan, etc. Your Honor, Monsieur Garcia, Monsieur le Président, ce n'était pas le but de ma question. Moi, je l'interrogeais au sujet des portées des obus de mortier. Il ne s'agit pas de savoir s'il reconnaît ce lieu ou pas. Ce n'est pas pertinent. Un autre témoin a déjà témoigné à ce sujet. Le juge président interrompant. Un instant. Au lieu de se livrer à cette partie de ping-pong entre vous, un instant. Allez-y. Vous avez la parole maintenant. Monsieur Garcia, Monsieur le Président, notre position est la suivante. La question de savoir si le témoin est en mesure de reconnaître une carte Google Maps ou pas du camp commando n'est pas pertinente, eu égard à cet exercice. Le témoin est en train de nous parler de la portée d'un obus de mortier de 120 mm. Savoir si un obus peut avoir un impact sur deux lieux différents, notamment SOS Village et marché de Siakakone, à partir du camp commando. L'exercice est très simple. Nous ne lui demandons pas de reconnaître le camp ou s'il reconnaît les emplacements ou pas. Le président, Maître Jacobs. Avec un point indiqué emplacement d'un mortier de 120 avec une flèche. Donc nous demandons bien au témoin de reconnaître un endroit, d'identifier un lieu et d'indiquer si de ce lieu-là, on peut tirer sur un autre lieu. Si c'est pour demander une question générique sur le camp commando, il n'y a pas besoin de lui montrer la photo. Donc soit il reconnaît le lieu, soit on ne lui montre pas la photo. Merci. yes, but Le président, je ne comprends pas à quoi sert cette photographie puisque vous lui demandez simplement si c'est possible. Pourquoi lui montrer les deux photographies? Monsieur Garcia. Le président poursuivant, posez votre question, Monsieur Garcia. Très bien, nous allons passer à autre chose, Monsieur le Président. now, Mr. Witness, Monsieur le témoin, dans ce rapport, en annexe D 0049-0076, au paragraphe 1 de cette annexe, vous dites, et il s'agit de la quatrième phrase, que cette arme n'est pas une arme de précision. Est-ce que vous pouvez dire, sur la base de vos connaissances et de votre expertise en matière de mortier, quelle est la marge d'erreur d'un obus de mortier de 120 mm? Je crois que vous appelez cela ECT. L'ECP, l'écart circulaire probable. Quelle est la marge d'erreur d'un obus tiré? Réponse. Nous parlons de précision et de 20 mm mortar, I would expect et régularité. Donc, s'agissant d'un mortier de 120 mm, s'il s'agit d'un groupe d'usagers expérimentés, s'agissant de ce type d'armes, eh bien, ces usagers peuvent atteindre la cible à 60 ou 100 mètres de la cible. Donc, mais les mortiers, donc, où l'obus atterrira à 60 ou 100 mètres du point de la cible visée. Donc, il s'agit d'un rayon d'environ 30 à 50 mètres par rapport à cette cible. Il y a un écart à droite et à gauche, c'est ce qu'on appelle l'écart circulaire probable, l'ECP. En fait, ce n'est pas circulaire, mais on l'appelle ainsi. Il y a un écart à droite et à gauche,
Je ne peux pas vous donner de chiffres précis à ce sujet-là parce que tout dépend du système d'armes utilisé, du nombre de charges utilisées, de la direction du vent ou de la force du vent. Il y a différentes variables qui entrent en ligne de compte. L'usure du tube également. Mais l'on peut raisonnablement s'attendre à ce qu'un obus de mortier provenant d'un système de 120 mm atterrisse dans In paragraph 5 about fire. un diamètre comme celui que j'ai indiqué. Question. Sur la base de ce que vous venez de dire et ce qui est dit au paragraphe 5 au sujet de l'émission, donc des mises à feu, vous dites, et je vais simplement répéter au fin du compte rendu ce que vous dites au paragraphe numéro 5, que l'on prend en considération des variables géospatiales ainsi que l'effet relatif à la cible requis, mais que cela ne permet pas d'obtenir des cibles précises puisqu'il s'agit d'un tir qui vise une zone plutôt qu'une cible précise. C'est pourquoi on parle d'une zone et d'une arme qui vise un effet, une zone visée et non pas d'une cible précise. Réponse. Comme je l'ai dit précédemment, Monsieur le Président, un système de mortier n'est pas censé toucher une cible précise. Vous faites vos prévisions, vous planifiez votre tir, votre mission de tir au moyen d'un mortier, et vous choisissez une cible sur la carte. C'est-à-dire que vous orientez votre mortier sur une zone précise pour produire un effet sur la zone. Vous ne vous attendez pas à frapper une cible précise. Now, can you tell us anything about Bien. Et pourriez-vous nous dire ce qu'il en est de la létalité, de l'effet létal de ces obus de mortier de 120? Donc, quelle est leur marge en matière de létalité? Réponse. On parle de létalité, et plus la portée est longue, moins il y a de létalité. Je pense que pour un obus de 120 en douille renforcée, je pense que c'est 90 à 100 mètres, en fait. Donc, c'est là la létalité. Mais je pense que les fragments peuvent encore tuer au-delà de ces 200 mètres. Il y a beaucoup de variables, bien sûr. Mais moi, je peux prendre ça comme référence, déjà. Donc, si je devais, par exemple, dire quelle serait la zone à évacuer avant de tirer, eh bien, moi, je prendrais une grande marge d'erreur, de manœuvre, afin de réduire les risques. Question. Et donc, vous dites au-delà de 200 mètres, ou voire plus. Pouvez-vous nous donner un chiffre en mètres? Réponse. En tant que spécialiste d'évacuation de bombes, moi, je demanderais à ce que l'on fasse évacuer les populations sur une distance bien plus longue. Donc, c'est vrai qu'ils s'abritent déjà derrière quelque chose de dur. Et puis, afin de être couvert au cas où il y aurait des fragments qui arriveraient avec une haute vélocité et un angle d'incidence assez faible. Par exemple, s'il y avait des fragments qui arrivaient au-dessus d'eux, donc c'est pour ça qu'il faudrait qu'ils soient déjà abrités dans le dur, et puis, si possible, au moins à 500 mètres. Mais un système d'armes de 120 mm, le charger et le déclencher. Réponse. Un système de mortier de 120 mm est un système où les obus sont très lourds, plus lourds que dans un système moindre. Donc, la vitesse de tir, quand même, est lente parce qu'il y a beaucoup de charges manuelles, d'opérations manuelles à faire. Dans une mission de tir en batterie, d'abord on tirerait une première munition pour prendre les repères. Donc une fois que les repères sont notés, donc on lance un premier mortier, un premier obus pour avoir un repère.
Et le guetteur, par exemple, pourrait voir où est tombé l'obus et ainsi on pourrait régler les tirs. Ça prendra quelques secondes de vol, quelques secondes ensuite pour calculer les réglages, et ensuite on peut commencer la véritable mission de tir. Et disons qu'on peut avoir 5 à 6 obus par minute quand on opère un mortier de 120. Si l'équipe est efficace, ça peut être plus rapide, mais ils ne pourront pas, en revanche, tirer comme ça pendant très longtemps.